Ma fille, Camille, âgée de 8 ans, a été laissée à l'aéroport par mes parents pendant qu'ils embarquaient en première classe avec la famille de ma sœur. Le message disait « Nous avons tous voté pour qu'elle reste ». Je n'ai pas crié. J'ai fait ça. 7 jours plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Ce devait être une grande matinée. Le premier voyage de Camille sans moi. 8 ans, excitée, débordante de jus d'orange et d'adrénaline. Elle vérifiait sans cesse son sac à dos comme s'il allait disparaître. Casque audio, carnet de coloriage, le petit lapin en peluche qu'elle refusait de laisser derrière elle. Mes parents et la famille de ma sœur l'emmenaient à Nice. Soleil, parc d'attractions, tout le tralala. Je ne pouvais pas prendre de congé, alors j'avais préparé ses snacks préférés, embrassé ses cheveux, et je m'étais dit que tout irait bien. Elle serait entourée de sa famille. Que pouvait-il bien se passer? À 7h50, ma mère a envoyé une photo depuis la porte d'embarquement. Camille souriante, une dent manquante, les 2 pouces levés. Embarquement imminent. J'ai souri à mon téléphone, dit à une collègue qu'elle partait pour sa première aventure, et j'ai essayé d'ignorer la petite pointe d'envie dans ma poitrine. Puis, 2 heures plus tard, un autre message est arrivé. Nous avons tous voté pour qu'elle reste. J'ai froncé les sourcils en plein milieu d'une réunion, à moitié en écoutant quelqu'un parler de projection et de délai. Rester où? Je n'ai même pas pris ça au sérieux. Juste une autre des blagues bizarres et cryptiques de ma famille. J'ai posé mon téléphone face cachée et je me suis remise au travail. J'aurais aimé appeler à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Et au moment où j'ai compris ce que ce message signifiait vraiment, ma fille était assise dans un aéroport avec une inconnue, attendant une mère qui ne savait pas qu'elle avait été abandonnée. Le reste de la matinée s'est dissous dans le bruit. Email, conférences téléphoniques, le chaos habituel. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à la photo d'elle à la porte d'embarquement et je sentais à nouveau ce rapide battement de fierté. Elle traversait le pays. Elle était courageuse. Elle allait bien. En milieu d'après-midi, les lumières du bureau avaient pris la couleur de vieux papier. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Pas de message. Bien sûr que non. Il devait être en l'air, probablement à mi-chemin de Nice. Je me suis dit d'arrêter de m'inquiéter. Quand j'ai enfin quitté le travail, le parking sentait la chaleur et le goudron. J'ai déverrouillé ma voiture, jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone, et j'ai vu le même SMS non lu me fixer. Nous avons tous voté pour qu'elle reste. Pour la première fois, ça me semblait étrange, anormal. J'ai décidé d'appeler une fois qu'ils auraient atterri, juste pour entendre sa voix, pour lui dire bonne nuit. C'était une longue journée. Je voulais quelque chose de normal. Ils ont répondu à la 2e sonnerie. Des rires en arrière-plan, le bruit des bagages, quelqu'un parlant d'une voiture de location. Salut, j'ai dit en souriant. Vous êtes arrivé. Passe-moi Camille. Une pause, puis la voix de ma mère, légère comme si nous parlions du temps. Tu n'as pas un autre message? Quel message? Celui qui disait que nous avons tous voté pour qu'elle reste. J'ai ri parce que faire d'autre quand votre cerveau refuse l'évidence? Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de mon père a pris le relais. Calme, factuel. Elle faisait des caprices. Nous avons décidé qu'il valait mieux qu'elle reste à la maison. Le rire s'est éteint dans ma gorge. Vous l'avez laissée. Ma sœur, Sophie, a coupé court. Vive, efficace. Détends-toi. Nous avons appelé une agence de garde d'enfants d'urgence. Elle va bien. Bien. Maman à nouveau. C'est une bonne agence. 5 étoiles sur Google. Nous t'enverrons le nom. Maman. Nous prenons la navette. On se parle plus tard. Clic, pendant un instant, je suis resté là, dans le parking. Le téléphone toujours collé à mon oreille, n'écoutant rien. Puis le silence a commencé à sonner. J'ai rappelé. Encore le répondeur. Une pensée a traversé tout le reste. Mon enfant est seul. Et juste comme ça, j'étais en mouvement. Sac sur l'épaule, clé en main, sans plan, juste en mouvement. Le numéro est arrivé une minute plus tard,
envoyé par SMS depuis le téléphone de ma mère. Pas de message, juste un lien et le nom d'une agence dont je n'avais jamais entendu parler. Quand quelqu'un a enfin répondu, sa voix était ennuyée, cassante. Centrale de garde d'enfants. Ma fille, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Elle a été récupérée à l'aéroport par une de vos nounous. J'ai besoin de savoir où elle est. Plus de frappes que de paroles. L'enfant a été prise en charge. Elle est en sécurité. La garde l'a ramenée chez elle pour attendre la récupération. Quelle est l'adresse? Une autre pause. Des clics de clavier. Je l'envoie maintenant. Un SMS est apparu avec un nom de rue que je ne reconnaissais pas. À l'autre bout de la ville. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la logistique. J'ai conduit vite. Trop vite. Les lumières des rues s'étalaient sur le pare-brise. Le volant était glissant sous mes mains. Chaque fois que je clignais des yeux, je voyais Camille assise quelque part d'étrange, ses petites jambes se balançant, attendant quelqu'un qui ne venait jamais. Au moment où je me suis garé devant l'adresse, mon pouls était un tambour régulier. Le quartier avait l'air fatigué, une lumière de rue vacillante, l'odeur de béton humide. Une femme a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Son visage disait qu'elle avait déjà décidé de ne pas m'apprécier. « Vous êtes la mère ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Elle a reniflé. « Vous avez du culot, vous. Elle est ici toute la journée. » Elle s'est retournée, appelant par-dessus son épaule. « Gamine, ta voiture est là. » À l'intérieur, l'endroit sentait le désinfectant et les dîners réchauffés au micro-ondes. Camille était assise sur le canapé, son sac à dos à côté d'elle, le lapin sur ses genoux, les yeux immenses et vitreux. Quand elle m'a vue, elle a couru. Je l'ai rattrapée en pleine course, nous faisant presque tomber toutes les deux. J'ai été sage, maman, a-t-elle chuchoté. J'ai attendu. Je l'ai serrée fort. Tu as tout fait correctement. Personne ne m'a donné ton numéro, a-t-elle dit. J'ai appelé celui qu'ils ont laissé. Ça disait toujours que le numéro n'était pas joignable. La nounou planait près de l'embrasure de la porte. Personne ne m'a donné votre numéro, a-t-elle dit. J'ai appelé celui qu'ils ont laissé. Ça allait directement à une messagerie vocale qui disait que la personne ne pouvait pas prendre d'appel. J'ai essayé 3 fois. C'était ma mère, ai-je dit. Merci d'être resté. Elle a haussé les épaules. J'enverrai la facture. Nous sommes partis rapidement. Camille s'est accrochée à ma main jusqu'à la voiture. La nuit sentait le kérosène et la pluie. Elle est montée sur le siège passager à côté de moi, serrant toujours mes doigts comme une encre. Aucune de nous n'a parlé pendant le trajet de retour. Le seul son était le bourdonnement des pneus et ses petites respirations irrégulières. À la maison, Camille s'est endormie sur le canapé avant même que je puisse lui délacer ses chaussures. Je l'ai couverte d'une couverture, me suis assise à côté d'elle. Elle avait l'air si petite à nouveau, ses cheveux doux contre l'oreiller, le lapin sous son menton, mon téléphone brillait sur la table, le SMS toujours là. Nous avons tous voté pour qu'elle reste. Je l'ai lu jusqu'à ce que les mots se brouillent. Ils pensaient que la laisser derrière eux était une décision qu'ils allaient oublier. Ils se sont trompés. Une semaine plus tard, ils comprendraient ce que cela signifie d'être laissé derrière. J'aimerais pouvoir dire que ce qui s'est passé à l'aéroport est sorti de nulle part. Ce n'était pas le cas. Ce n'était que l'écho le plus fort de quelque chose qui s'était construit toute ma vie. Si vous grandissez dans une famille comme la mienne, vous apprenez tôt que l'équité est une rumeur. J'étais la responsable. Ma sœur Sophie était la sensible. C'est un code pour « Léa nettoie ». Sophie reçoit les applaudissements. Quand nous étions enfants, je faisais mes devoirs à la table de la cuisine tandis que Sophie dessinait sur les murs avec des crayons de couleur. Devinez qui a été puni. Indice, pas l'artiste. Maman disait que c'était parce que Sophie était délicate. Papa ne disait rien du tout, ce qui, dans notre famille, comptait comme un accord. À l'âge de 10 ans, je pouvais préparer le dîner, plier le linge et sentir l'humeur de maman à 3 pièces de distance. Sophie, à 7 ans, ne pouvait pas se servir ses propres céréales, mais savait déjà comment obtenir ce qu'elle voulait.
Elle pleurait, maman fondait, et c'est moi qui m'excusais pour quelque chose que je n'avais pas fait. Même à l'époque, je comprenais la règle. L'amour était une ressource limitée, et Sophie avait l'abonnement premium. Au lycée, j'ai cessé d'attendre que quelqu'un me remarque, à moins que quelque chose ne se casse. Je suis devenue efficace, invisible, utile. Les professeurs m'aimaient. Maman disait que j'étais fiable, ce qui, dans son langage, signifiait ennuyeuse. Quand est venu le moment de l'université, le choix était simple. Partir ou rester bloqué. Mes parents n'ont contribué à rien, sauf des conseils. Des conseils coûteux et non sollicités. Ne sois pas trop ambitieuse, maman a prévenu. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les éclipsent. Alors, naturellement, je suis devenue ambitieuse. Bourse d'études, double poste, nouilles instantanées, la sainte trinité de la surdouée. Pendant ce temps, Sophie se cherchait, ce qui impliquait principalement de trouver des bars qui ne demandaient pas de carte d'identité et des petits amis qui payaient les verres. Elle a fait des études d'art, puis de psychologie, puis indécise, avant d'abandonner pour épouser Marc, qui se déclare toujours freelance. Freelance ? Ce qui reste un mystère ? Quand j'ai obtenu mon diplôme, maman a dit, « Tu penses que tu es meilleure que tout le monde maintenant ?» Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatiguée d'avoir grimpé une échelle dont elle n'aurait jamais admis l'existence. Quelques années plus tard. J'avais un emploi stable, un prêt immobilier et un mari qui faisait réellement sa propre lessive. Sophie avait 2 enfants, une montagne de dettes et un talent pour transformer chaque crise en projet de groupe. Chaque fois que son loyer était en retard ou que sa voiture tombait en panne, elle m'appelait. Je déteste demander, elle commençait, ce qui signifiait toujours qu'elle ne détestait absolument pas. Et d'une certaine manière, j'ai toujours aidé parce que je suis la bonne fille, celle qui arrange les choses. Maman aimait me le rappeler. Tu gagnes plus, chérie, disait-elle comme si cela mettait fin à la discussion. Ce n'est rien pour toi. Rien pour moi, tout pour eux. Au début, c'était de petites factures, des cadeaux d'anniversaire, des prêts à court terme. Puis sont venues les choses importantes. Des voyages en famille où je payais la compte, les repas, et les moments où j'ai oublié mon portefeuille. Sophie appelait cela de la générosité. J'appelais cela du chantage avec de meilleures manières. La maison est venue ensuite. Julien et moi avons acheté une maison à rénover comme investissement. Quelque chose de sensé. D'adulte. Avant que nous puissions finir de peindre la cuisine, Sophie est arrivée en pleurant à propos de son propriétaire. Un bail rompu et nulle part où aller. Juste pour quelques mois, a-t-elle dit. Sa version de « quelques mois » pourrait survivre à un hiver nucléaire. Elle a payé un quart de ce que nous avions convenu, s'est plainte du reste et a posté sur Facebook que « les gens avides ne comprennent pas la famille ». Devinez qui était avide ? Indice, pas la locataire. Chaque fois que je mentionnais le loyer, elle avait une nouvelle tragédie, une facture de dentiste, un ordinateur portable volé, un emploi perdu qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Maman prenait toujours son parti. Elle fait de son mieux, disait-elle. Moi aussi. Apparemment dans la mauvaise direction. La seule fois où j'ai essayé de tenir bon, maman m'a accusé de faire passer l'argent avant la famille. Je voulais dire que la famille m'avait fait passer après l'argent il y a longtemps, mais le sarcasme ne fonctionne pas sur les gens qui manquent de conscience de soi. Puis est venu le voyage à Nice qui était censé être un rameau d'olivier. Sophie a dit, les enfants adoreraient. Nous adorerions, mais les vols sont fous. Traduction, paix et nous irons. J'étais submergée par les délais, aucune chance de prendre des congés, alors quand elle a proposé d'emmener Camille avec eux, j'ai en fait dit oui. Cela ressemblait à une solution. Camille a ses premières vacances, et j'ai une semaine pour respirer. J'ai acheté les billets, l'hôtel, même les t-shirts assortis parce que Sophie a insisté sur le fait que les photos de famille sont importantes. Elle voulait dire sa famille. Maman m'a remercié comme si je faisais un don d'organes. Sophie a dit, nous prendrons tellement bien soin d'elle. Ils ont pris mon argent, ma fille et ma tranquillité d'esprit, et ont réussi à perdre les 3 avant midi. Avec le recul, je n'aurais pas dû être surprise. C'était le schéma, juste plus fort cette fois.
Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité, l'excuse ambulante, la colonne vertébrale invisible. Il m'avait appris à croire que dire non me rendait cruel, et dire oui prouvait que je les aimais. Mais debout dans ce petit appartement plus tard, tenant Camille pendant qu'elle pleurait contre mon cou. Quelque chose en moi a brûlé. Pas de la colère, de la clarté. Le genre qui enlève toutes les excuses que vous avez faites pour des gens qui ne les méritent pas. Ils avaient toujours dit que la famille passait avant tout. J'ai finalement été d'accord, juste pas la leur. 7 jours après qu'ils aient laissé Camille derrière eux, leurs vies ont commencé à s'effilocher. Camille s'est réveillée en pleurant vers 2 heures du matin. Le genre de pleurs qui commence doucement, comme si elle essayait de ne déranger personne, puis éclate d'un coup. J'étais sortie du lit avant de savoir que j'avais bougé. Elle était assise, les cheveux emmêlés, les yeux vitreux. « Pourquoi Maminou ne voulait pas de moi ?» a-t-elle chuchoté. Cette seule phrase a fait plus mal que tout ce qui s'était passé auparavant. Je l'ai serrée contre moi. « Elle ne sait pas être gentille », ai-je dit doucement. « Ce n'est pas ta faute. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses encore pires. Quand elle s'est finalement endormie, sa respiration régulière et légère, je suis restée éveillée, fixant le plafond. Chaque battement de cœur ressemblait à un compte à rebours. Au matin, la décision était déjà prise. Je ne l'avais juste pas encore dite à voix haute. La maison était silencieuse quand je me suis levée. Le café brûlait sur la plaque chauffante. La lumière du soleil frappait la pile de courriers non ouverts comme si elle m'accusait. Le lapin en peluche de Camille était posé sur le comptoir à côté de mon téléphone. J'ai fait défiler les messages jusqu'à ce que j'atteigne le dernier de mes parents. Nous avons tous voté pour qu'elle reste. Chaque fois que je le lisais, cela ressemblait de plus en plus à un défi. Julien était en déplacement professionnel, alors je n'ai pas attendu l'avis de qui que ce soit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Email, relevé bancaire, relevé de location, chaque petite transaction qui disait « Tu ne me dois rien ». Mais d'une certaine manière, cela signifiait « Tu me dois tout ». Puis une nouvelle notification est apparue. Un autre débit de l'hôtel de Nice. Service en chambre sous mon nom. Ils avaient en fait commandé des margaritas avec ma carte. J'ai ri. Le genre de rire qui semble pouvoir briser quelque chose en sortant. Bien. S'ils voulaient des chiffres, je leur donnerais des chiffres. Au moment où le café était froid, j'avais les fichiers ouverts en rangée nette sur l'écran. 36 mois de réduction de loyer. 54 000 € qu'ils n'ont jamais payés. 3 500 € pour des vacances que je n'ai pas prises. 1 200 € pour un service de garde d'enfants d'urgence que je n'ai jamais approuvé. 58 700 €. Ce n'était même pas une question d'argent. Pas vraiment. C'était une question de calcul du manque de respect. On pouvait le mesurer au centime près. J'ai appelé un ami avocat que Julien avait utilisé une fois, un homme calme et pragmatique qui semblait repasser ses cravates. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de thérapie. J'avais besoin d'une lettre de mise en demeure. Il m'a envoyé un modèle. Restez factuel, a-t-il dit. Clair, professionnel, parfait. Je suis très bonne pour être professionnelle. J'ai commencé par l'entête, soldes impayés. 2 mots, polis comme une gifle. J'ai joint le bail, les relevés, les captures d'écran de Sophie promettant de rattraper son retard bientôt. J'ai ajouté une note sur le voyage à Nice et la garde d'enfants d'urgence. Chaque ligne était un reçu pour une faveur qu'ils avaient prétendu être gratuite. Quand j'ai eu fini, je l'ai lu 3 fois. Pas de menaces, pas de jurons, juste des chiffres et des dates. Le langage pur des conséquences. J'ai mis mes parents en copie de l'email parce que les secrets sont leur façon de gagner. Puis j'ai hésité à envoyer. Pendant 1 seconde, mes mains ont tremblé. Pas de doute, juste de l'adrénaline. Clic, ce son était meilleur que des applaudissements. La cuisine était toujours éclairée par la lumière de l'écran. De l'autre côté de la table, Camille était penchée sur une feuille de papier, dessinant, la tête baissée, la langue entre les dents, comme elle le faisait toujours quand elle voulait que quelque chose soit parfait. Un lapin cette fois. Grandes oreilles, sac à dos,
une patte levée comme s'il disait au revoir. Qu'est-ce qu'il fait, ai-je demandé. Il rentre à la maison, a-t-elle dit. Je l'ai regardé colorier le ciel. Trop de bleu, comme les enfants le font toujours, et j'ai senti le dernier frisson quitter mes mains. Lapin intelligent, ai-je dit. Elle a souri, fière. Il n'a plus peur. Moi non plus. Le lendemain de l'envoi, mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. Appel vidéo de groupe. Maman, papa et Sophie. Ils étaient toujours à Nice. Palmiers, vert avec des parapluies. Le genre de fond qui rend l'indignation ridicule. Maman a commencé avant même que l'image ne soit nette. D'accord, qu'est-ce que c'est censé être? Sophie a ri si fort qu'elle a failli renverser son cocktail. Une facture? Vraiment? 58 700 €? Tu es hilarante. Papa a souri. Elle bluffe. Elle veut juste qu'on se sente mal. Je n'ai pas répondu. Parfois, le silence est plus efficace qu'un discours. Maman s'est rapprochée. Tu sais qu'on n'a pas ce genre d'argent. Tu gagnes 5 fois ce que nous faisons. Comment as-tu pu envoyer quelque chose comme ça? Tu voulais nous humilier? Sophie a interrompu. Oui. Sainte Léa montrant à tout le monde à quel point elle est généreuse. Qu'est-ce qu'il y a après? Tu vas nous faire payer l'oxygène? Ce n'est pas de la culpabilité. J'ai dit, c'est des maths. C'en était trop. Leurs sourires ont vacillé comme un mauvais Wi-Fi. Maman a cligné des yeux. Oh, allons. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. Sophie a eu un petit rire nerveux. Tu penses pouvoir faire payer ta propre famille? Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne qui n'oublie pas que vous avez laissé un enfant à l'aéroport. Le bruit de la piscine s'est arrêté. Même le vent a semblé s'apaiser. Maman a tenté de prendre le dessus. On ne traite pas sa famille comme des étrangers. Exactement. La voix de Sophie a monté d'une octave. Tu nous exploites. Alors arrêtez d'être exploitables. Ils ont tous commencé à parler en même temps. 3 voix, un cœur de panique. J'ai attendu. Quand ils ont enfin manqué de mots, j'ai dit, 10 jours ouvrables, et j'ai mis fin à l'appel. Clic, mon reflet me renvoyait depuis l'écran noir, calme, peut-être même ennuyé. Ce silence-là avait un goût de pouvoir. Le défilé de la culpabilité est arrivé avant le petit déjeuner. Une douzaine d'appels manqués, de SMS, de messages vocaux chargés de fausses inquiétudes. Celui de maman disait, « Nous sommes inquiets pour toi. » Ce n'est pas toi. Celui de Sophie était plus court. Retire ça avant de le regretter. Je les ai ignorés, j'ai imprimé la lettre à nouveau et j'ai envoyé la copie papier. S'ils pensaient que c'était un bluff, ils pouvaient la voir arriver avec les mises à jour de suivi. Le matin où ils sont rentrés de Nice, ma sonnette a retenti comme un réveil. 3 coups secs. Le sentiment de droit en morse. J'ai ouvert la porte à moitié. Maman devant, papa derrière elle. Sophie tenant son téléphone comme si elle comptait enregistrer un exorcisme. Maman a eu le sourire qu'elle utilise avec les serveurs. Chérie, ce n'est qu'un malentendu. Non, ce n'est pas le cas. Sophie a levé les yeux au ciel. Tu es juste en colère à cause de Camille. Ne ruine pas la famille pour ça. C'est vous qui avez fait ça à l'aéroport. Ça a fait mouche. La bouche de Sophie s'est ouverte, s'est fermée, est restée ainsi. Maman a essayé à nouveau. Plus doucement, mais plus sèchement. Tu as changé. Bien. Papa a soupiré. On ne peut pas en parler à l'intérieur? Je suis bien ici. Le masque de maman est tombé. Tu tournes le dos à tes propres parents. Vous avez laissé ma fille, ai-je dit. Je pense que nous sommes quittes. Le silence qui a suivi était assez lourd pour y accrocher des tableaux. La lèvre de maman a tremblé. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit, mais au moins je le regretterai dans ma propre maison. Et j'ai fermé la porte. Le cliquetis du verrou en place a été meilleur que des applaudissements. La campagne de dénigrement a commencé le soir même.
Sophie a posté une photo d'un cocktail avec la légende « L'argent change les gens ». Maman a commenté « Fière de toi de rester élégante malgré la douleur ». Élégante. Ça, venant d'une femme qui a un jour pleuré dans un supermarché parce qu'il n'y avait plus son rosé préféré. Au matin, les cousins envoyaient des SMS pour demander pourquoi je poursuivais ma famille. Je n'ai pas répondu. J'ai tout transmis à mon avocat. Il m'a appelé cet après-midi-là. Famille intéressante que vous avez, a-t-il dit. Vous n'avez aucune idée. J'ai envoyé un avertissement de diffamation et un doux rappel que les publications publiques sont des preuves admissibles. Doux. Aussi doux qu'une grenade. Les publications ont disparu en quelques heures. À leur place sont apparues, désolé pour le malentendu. Tout va bien maintenant. Même leurs émojis semblaient terrifiés. Puis est venue la partie d'échec juridique. Pendant des semaines, ils ont refusé de payer, jurant qu'ils se battraient devant les tribunaux. Mon avocat n'a pas scié. Il a envoyé une autre lettre, sèche, professionnelle et mortelle, citant le contrat de location signé entre Sophie, son mari et moi. 3 ans de paiement manqué, tout documenté. Il a joint l'accord original, la signature de Sophie juste sous la clause concernant le loyer mensuel, et les relevés bancaires montrant le peu qu'elle avait réellement payé. Il a également inclus des copies des messages où il m'avait demandé de payer le voyage à Nice, puisque nous emmenons Camille, suivi de la preuve que Camille n'a même jamais embarqué dans l'avion. Chaque pièce justificative avait sa propre étiquette, comme une petite pierre tombale pour chaque faveur qu'ils avaient appelée « famille ». Il a inclus une note de bas de page sur l'incident d'abandon d'enfants, formulée comme un « contexte pertinent ». Après cela, ils ont cessé de menacer et ont commencé à chuchoter. Maman a rappelé une fois de plus, la voix tremblante. « Tu veux vraiment que ça devienne public ? Vous avez laissé ma fille à l'aéroport, ai-je dit. C'est déjà public dans ma tête. » Elle a raccroché. 2 semaines plus tard, mon avocat a transmis un email. Règlement accepté. Premier versement important. Le reste par acompte. Le tout notarié et signé. Julien a lu par-dessus mon épaule. Ils ont fini par céder. Il a souri. Tu as l'air déçu. Non, juste surprise que ça ait pris autant de temps. Il a ri. Tu es terrifiante. Efficace, ai-je corrigé. Terrifiante, c'est en plus. J'ai versé un autre café et j'ai fixé l'objet de l'email. Accord final. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à l'oxygène qui revenait enfin dans la pièce. Cette nuit-là, j'étais assise à la table de la cuisine pendant que Camille dessinait à côté de moi. Un autre lapin. Celui-ci portait des lunettes de soleil et une petite valise. Où va-t-il, ai-je demandé. Où il veut. J'ai souri. Lapin intelligent. La maison était silencieuse. Pas d'appel, pas de bruit, pas de culpabilité qui bourdonnait à travers les murs. Dehors, un avion passait au-dessus, plus doucement qu'avant. Camille n'a pas levé les yeux. Moi non plus. J'ai pensé à tout. L'appel, la porte, les avocats, le silence qui a suivi. Pas de triomphe, pas de vengeance, quelque chose de plus stable. Ils l'ont laissé derrière eux. Je les ai laissés derrière moi. Et pour une fois, personne n'a suivi. Cela fait 3 mois depuis le règlement. Les paiements arrivent à l'heure. Des virements automatiques qui procurent plus de satisfaction que n'importe quelle excuse ne pourrait jamais le faire. Tous les 30 jours, un rappel par email poli, remboursement familial, à compte reçu. Je ne vérifie même plus le solde. Je souris et je passe à autre chose. La propriété locative rapporte enfin de l'argent réel. Nouveau locataire, vrai contrat, loyer payé en totalité. Julien plaisante en disant que la maison rapporte enfin son dû. J'ai cessé d'être la banque familiale et je suis devenu propriétaire. Étrange comme le froid et le pragmatisme peuvent soudain ressembler à la paix. Avec ce revenu stable, nous avons tous les deux un peu ralenti. Rien de spectaculaire, juste des horaires normaux pour une fois. Julien travaille toujours dans la technologie. Je travaille toujours aussi, mais sans les heures supplémentaires constantes. Maintenant,
les soirées nous appartiennent vraiment. Nous dînons ensemble, nous parlons, nous rions. Camille est plus heureuse, et nous aussi. Bien que mon rire semble toujours un peu rouillé. La nouvelle se répand, bien sûr. Apparemment, Sophie et son mari ont tous les deux de vrais emplois maintenant. Elle travaille à l'accueil d'un cabinet dentaire. Il fait des livraisons. Ils disent à tout le monde que c'est temporaire, qu'ils se regroupent, mais selon un cousin, ils se plaignent surtout d'être fatigués. Bienvenue au club. Maman n'a pas appelé. Je pense qu'elle a finalement compris que le silence coûte moins cher que les disputes. La vie est plus calme, plus simple. Je garde les revenus locatifs séparés, étiquetés, fonds d'études, fonds de thérapie, fonds d'urgence chocolat. Julien appelle cela le « dividende de la paix ». Nous allons bien. Mieux que bien. Certains soirs, nous nous asseyons sur le porche avec Camille entre nous et nous regardons les avions traverser le ciel. Elle dessine encore des lapins parfois. Ils rentrent toujours à la maison. Alors, qu'en pensez-vous ? Suis-je allé trop loin ou pas assez loin ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour continuer à être fidèle à moi-même. Le jour où j'ai envoyé cet email, j'ai aussi démissionné de mon poste de bénévole à l'école de Camille. J'ai été membre du conseil des parents d'élèves pendant 3 ans, la personne qui organisait les kermesses, qui supervisait les ventes de pâtisserie et qui restait tard pour nettoyer. C'était un rôle ingrat, mais j'aimais la camaraderie et l'impression d'être utile. Je pensais aider ma communauté, soutenir les enseignants et, surtout, montrer l'exemple à Camille. Mais après l'affaire de l'aéroport, j'ai réalisé que je ne m'aidais pas moi-même. J'ai envoyé un email bref, expliquant que mes priorités avaient changé. Le lendemain, la directrice m'a appelée, déçue mais compréhensive. Nous sommes vraiment désolés de vous perdre, Léa. Vous étiez un atout précieux. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me disait ça sans y ajouter un « mais » sous-entendu. La vie sans les drames familiaux constants, c'est comme apprendre à respirer après avoir eu le nez bouché pendant des années. Au début, on se sent un peu étourdi par l'air frais. Ensuite, c'est un soulagement pur. Je me suis inscrite à des cours de poterie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Les mains dans l'argile, le tour qui tourne, le silence concentré de l'atelier. C'était une sorte de méditation. Je fais des pots bancals, des tasses asymétriques, mais c'est moi qui les fais, pour moi. Julien me taquine gentiment en disant que nous allons bientôt manquer de place pour mes œuvres d'art. Mais il soutient tout ce que je fais, avec une patience et une bienveillance qui me font réaliser à quel point j'ai eu de la chance de le trouver. Camille, elle, s'est épanouie. Elle parle beaucoup plus de ses journées à l'école, de ses amis, de ses petits tracas. L'incident de l'aéroport a laissé une cicatrice, bien sûr. Parfois, la nuit, elle a encore ses réveils, les yeux grands ouverts, cherchant une explication que je ne peux pas entièrement lui donner. Mais je suis là. Je la serre fort, je lui dis que je l'aime, qu'elle est en sécurité, qu'elle est voulue. Et petit à petit, les cauchemars s'estompent. Elle a commencé à écrire de petites histoires sur son lapin en peluche, qui est devenu un héros audacieux, voyageant vers des terres lointaines, mais toujours avec une boussole pour le ramener à la maison. Un jour, le téléphone a sonné. C'était maman. Sa voix était différente. Pas de reproches, pas de lamentation. Juste de la fatigue. Léa, a-t-elle dit. Sophie a des problèmes avec sa voiture. Elle doit travailler et... J'ai coupé court. Maman, je suis désolée. Ce n'est plus mon problème. Le silence était lourd, mais cette fois, c'était mon silence, pas le leur. Je dois y aller. Camille m'attend. Et j'ai raccroché. Il n'y a pas eu de clic satisfaisant cette fois. Juste une sensation de vide, mais un vide qui n'était pas douloureux. Un vide nécessaire pour laisser de la place à autre chose. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Je sais qu'ils ne disparaîtront pas de ma vie pour toujours. Mais le rapport de force a changé. Je ne suis plus la fille qui répare tout. Je suis la femme qui protège sa famille, sa vraie famille, celle qu'elle a choisie et construite. Je suis Léa. Et pour la première fois, ce nom me va parfaitement. C'est l'histoire de la façon dont j'ai appris à dire non et à enfin prendre ma place.